Christian Vélo, bonjour. Vous êtes professeur de génétique moléculaire à Orsay et on a beaucoup entendu parler de vous à travers de ces derniers mois, notamment sur la partie du vaccin, la partie du virus. Je tenais à vous accueillir aujourd'hui donc dans cet entretien essentiel parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de gens qui se font des idées et l'objectif de cet entretien, c'est d'éclaircir un certain nombre de choses, de parler de l'état de la science, de parler des problèmes, de parler des hypothèses, de parler des portes de sortie, de parler des manquements éventuellement et d'apporter des réponses, on va dire, à nos auditeurs. Donc peut-être que pour commencer, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous expliquiez ce qu'est le CRIGEN, c'est cet organisme pour lequel vous travaillez, dont vous êtes le directeur du comité scientifique, que vous nous présentiez un petit peu ces travaux, parce que je pense que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Ça permet de commencer. Merci. D'abord, merci de m'inviter. Je tiens à préciser, avant toute chose, en avant-propos, que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je pense que c'est important de le dire. On voit beaucoup de gens sur beaucoup de médias sans que jamais les journalistes ne leur demandent ou sans jamais les personnes ne le précisent. Donc moi, je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Comme vous l'avez dit, je suis donc universitaire avant tout. Je suis à l'université Paris-Saclay sur le centre scientifique d'Orsay. Donc je suis docteur en biologie et génétique avec une spécialité de génétique moléculaire. La génétique moléculaire, c'est une discipline de la biologie qui, comme toutes les disciplines, nécessite un certain nombre d'outils pour mener à bien nos activités de recherche. Et parmi ces outils, c'est ce qu'on appelle les biotechnologies ou les technologies OGM. Et je suis en parallèle, vous l'avez dit, le président du conseil scientifique du CRIGEN, le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Alors, le CRIGEN est en fait une structure associative qui a été créée en 99, mais qui a la particularité de regrouper un certain nombre d'experts, pas seulement français, internationaux, pour étudier, pour analyser les risques sanitaires, environnementaux, mais également sociétaux et les aspects juridiques. Le CRIGEN n'est pas seulement il n'y a pas seulement que des biologistes, il y a des juristes, il y a des sociologues, et donc ça permet d'aborder ces questions sous un angle transdisciplinaire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce qu'en dehors du fait que je m'appelle Vélo, on a souvent le nez dans le guidon en tant que chercheur, et donc c'est bien d'avoir cette ouverture. Et donc je ne l'ai pas vraiment à l'université, mais je l'ai avec le CRIGEN. Donc le CRIGEN s'intéresse au génie génétique, comme son nom l'indique, aux produits du génie génétique, donc notamment aux OGM, et notamment si je m'intéresse à ce titre, et si on s'intéresse aux vaccins, on y reviendra, contre la Covid, c'est qu'un certain nombre de ces vaccins, notamment ceux qui nous sont proposés en Europe, sont des vaccins issus du génie génétique, issus des biotechnologies. Donc nous sommes tout à fait dans notre mission d'information indépendante sur le génie génétique quand nous parlons de ces vaccins. Et il se trouve que nous nous intéressons aussi beaucoup à la question des pesticides et des perturbateurs endocriniens qui sont intimement liés à la question des OGM, puisque la plupart des OGM agricoles sont des plantes qui sont conçues pour accumuler des pesticides. Et donc on ne peut pas s'intéresser à la sécurité sanitaire et environnementale des OGM sans s'intéresser à celle des pesticides. Et la plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, donc on dira que la boucle est bouclée. Et voilà pourquoi alors notre mission, elle est à la fois dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'expertise et dans le domaine de l'information. Et en ce qui concerne les vaccins génétiques, les fameux vaccins à ARN messager de Pfizer, BioNTech ou Moderna, ou les vaccins d'AstraZeneca, Johnson & Johnson, qu'on appelle les vaccins génétiques, on m'a sollicité notamment pour faire une expertise écrite grand public sur ces questions. Et de fil en aiguille, je suis venu donc à m'exprimer un certain nombre d'occasions sur ces questions. On reviendra un peu sur les vaccins un petit peu plus loin dans l'entretien. Donc 1999, donc on va dire toute cette biologie, tous ces virus, ça n'a pas de secret pour vous. Vous êtes donc légitime à parler de ce genre de sujet. Quand vous voyez le SARS-CoV-2 arriver, pour vous, quand vous le situez dans quelle stratosphère, dans quel espace, on va dire, c'est dangereux, c'est pas dangereux par rapport Bon, d'abord, il faut savoir que les virus font partie des écosystèmes et que nous ne serions pas ce que nous sommes si nous n'avions pas eu les virus. Et si nous n'avions pas les virus, dans notre génome, nous retrouvons des vestiges de virus. Ça contribue à l'évolution, de même que les bactéries. Nous ne serions pas les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les bactéries. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Et donc, évidemment, il y a des bactéries gentilles dont on a absolument besoin, et puis il y a des bactéries méchantes. Et d'ailleurs, quand les gentilles sont plus là,
n'occupent plus la place et les méchantes la prennent aisément. Donc, ce qui veut dire que... Ils sont en conflit permanent, on va dire. Oui, c'est une compétition qui est essentielle pour nous. Quand, par exemple, on prend des antibiotiques et qu'on élimine un certain nombre de bactéries de notre intestin, eh bien, il y a parfois des bactéries opportunistes qui en profitent pour prendre la place. Et c'est vrai pour les bactéries, c'est vrai pour les virus. Il y a des virus assez anodins, puis il y a des virus beaucoup plus méchants. Donc, qu'une pandémie s'installe, pour faire diverses manipulations dans le but de faire soit des médicaments, des vaccins notamment, faire de la thérapie génique. C'est-à-dire que les virus peuvent être donc utilisés ça vous étonnerait pas, dire que donc c'est pas du tout étonnant. Voilà. Je veux dire, et qu'on utilise un virus pour essayer de faire un vaccin contre un autre, etc. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui se font dans les laboratoires. Et alors, c'est assez surprenant que ça puisse s'échapper aussi facilement d'un laboratoire P4, parce que je peux vous dire que si vous essayez de rentrer dans un laboratoire P4, on va vous demander les couleurs de chaussettes de votre belle-mère et de votre grand-mère paternelle et maternelle. Donc, n'y rentre pas n'importe qui, c'est extrêmement filtré, c'est extrêmement... Il y a des règles de confinement qui sont extrêmement contraignantes. Donc, on a du mal à imaginer qu'un tel accident puisse arriver. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et effectivement, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent, si c'est d'origine de laboratoire, que ça a été fait volontairement. C'est un accident. Simplement, ce serait bien de le savoir. Parce que si c'est un accident, il faut tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas. Donc ça serait la leçon à prendre, on va dire, de ce point de, on va dire, de recherche, qui est de savoir si c'est d'origine animale ou humaine et d'éviter que ça reproduise. Or, on a eu une enquête de l'OMS qui a été diligentée à Wuhan et apparemment ils sont revenus comme ils sont partis. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. On n'est pas aujourd'hui en mesure de le savoir alors qu'on devrait. Ça fait plus d'un an et demi, 2 ans même bientôt. Donc, on devrait pouvoir dire clairement quelle est l'origine. On a vu un des membres de cette commission d'enquête qui a eu des conflits d'intérêts qui ont été déclarés après coup. Donc, en fait, ça ne fait rien pour amener de la confiance. Bon, si on laisse cet élément de côté, puisque c'est intéressant, donc la leçon qu'il faut apprendre, c'est que ça ne se reproduise pas. Parlons un peu de ce virus, de ses particularités. On a pas mal quand même parlé avec les vaccins des mutants, on a parlé de la protéine spike, de la toxicité. Quand vous avez vu ces vaccins arriver, ces thérapies géniques arriver, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez regardé les études, vous avez regardé ce qui s'était passé, parce qu'il y a une autorisation temporaire, on va dire. En tant que spécialiste, quels sont vos... Alors, d'abord, effectivement, je me suis intéressé aux différents types de vaccins et en particulier aux vaccins qui relèvent de mon domaine d'expertise, qui est celui de la génétique moléculaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les vaccins génétiques, qui sont ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, en tout cas en France et en Europe et dans les majeures parties du monde. Donc, évidemment, ça, je m'y suis intéressé de près. Et ce qui m'a beaucoup, peut-être on rentrera plus tard dans plus de précision, mais ce qui m'a beaucoup perturbé dès le départ, c'est que on a affaire à un virus nouveau, un virus qui nous réserve d'énormes surprises, et il nous en réserve toujours. C'est un virus absolument inquiétant de par certains aspects, parce que vous avez par exemple des personnes qui ont attrapé ce virus dans un même foyer. Quand je parle de foyer, c'est au sens foyer au sens pandémique, parce qu'aujourd'hui on dit cluster, si on parle pas anglais, ça fait pas sérieux. Donc moi je préfère dire foyer. Et donc des personnes qui ont attrapé le virus dans un même foyer, ça veut dire dans un même foyer infectieux, ça veut dire par la même souche, forcément, n'ont pourtant pas les mêmes symptômes. Donc c'est quand même assez particulier. On a des gens qui font des Covid courts, des gens qui font des Covid longs, qui ont perdu l'odorat et le goût depuis plus d'1 an, qui ne l'ont toujours pas retrouvé, d'autres qui l'ont retrouvé au bout d'une semaine, d'autres qui le retrouvent que partiellement. Donc ce virus nous réserve d'énormes surprises, et il nous en réserve encore. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le fait que pour lutter contre un virus qui nous réserve énormément d'incertitudes, on ait recours à des technologies pour lesquelles on n'a pas de recul. C'est-à-dire qu'on ajoute à l'incertitude et à l'imprévisibilité d'un virus, l'incertitude et l'imprévisibilité d'une technologie. Je dis pas que ces technologies ne s'avéreront pas payantes plus tard, je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait recours à ces technologies sans aucun recul et sur une pandémie qui est une pandémie mondiale, et donc de très 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 nombreuses personnes vont être concernées.
par ce vaccin, par cette stratégie thérapeutique ou cette stratégie préventive qui est développée. Voilà, donc ça a été ma première, ma première interpellation. Donc pour ne pas aller dans la partie technologique, on va dire, des thérapies géniques, ça veut dire que vous auriez favorisé, on va dire, le traitement précoce de cette maladie tel que ça a été préconisé par certains médecins? Je pense que d'abord, si on doit avoir recours au vaccin, il vaut mieux avoir recours à des technologies plus anciennes, que l'on maîtrise un peu mieux, même si ça reste du cas par cas, hein, bien sûr, et qu'il faut que ce soit évalué correctement, bien sûr, mais aussi ne pas se fermer les portes en termes de possibilités thérapeutiques, préventives ou curatives. Si on s'était fermé les portes avec le virus du sida et si on avait tout mis sur le vaccin, aujourd'hui, on n'aurait pas la trithérapie qui permette à des gens de vivre tout à fait correctement avec le virus du sida et qui n'en meurent plus, ou en tout cas, voilà, ils peuvent vivre très longtemps avec. Donc, il faut pas se fermer les portes. Or, ce qu'on a vu, ce à quoi on a assisté, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologiste, mais simplement, je suis scientifique, je m'interroge, et puis il n'y a pas besoin d'être scientifique pour s'interroger, et pour avoir un esprit critique et un esprit scientifique d'ailleurs. On peut avoir un esprit scientifique sans être un scientifique de métier. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'on balaye du revers de la main tout un tas d'alternatives qui étaient proposées. C'est pas scientifique pour vous dire quelque part. C'est pas scientifique du tout, la démarche. On n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. Moi, par exemple, je suis pas là pour me faire le fan club ou le défenseur de Didier Raoult. Mais on a quand même un virologue d'une pointure exceptionnelle en France, c'est lui. C'est le plus grand. Voilà. Et probablement l'un des plus grands mondiaux. Donc, voilà. Il a résolu des choses extraordinaires. C'est un scientifique, c'est un superbe médecin et un scientifique de grande notoriété et vraiment pointu. Voilà, il propose l'hydroxychloroquine couplée à l'azithromycine. Peut-être pas revenir sur ce débat, mais pourquoi balayer ça d'un revers de main alors que l'hydroxychloroquine, on la connaît depuis des années et que ça n'a jamais tué personne et fallait absolument passer à autre chose, et notamment remdesivir qui s'est avéré être un agent toxique et mutagène. Qui était défendu par des gens qui avaient d'ailleurs des conflits d'intérêts avec Gilead, qui produisait ce médicament. Bon, voilà, donc tout ça, évidemment, c'était pas rationnel. On était sur de la politique, sur de l'économique, sur du conflit d'intérêts, et on n'était pas sur du rationnel, sur du scientifique. Moi, je ne sais pas si l'hydroxychloroquine et couplée à l'azithromycine est vraiment une solution. Je ne sais pas si l'ivermectine est vraiment une solution. En tout cas, je trouve qu'on a balayé tout cela d'un revers de main, un peu trop rapidement, et que ça mériterait qu'on s'y intéresse de beaucoup plus près, parce que mettre tous les œufs dans le même panier, qui est celui du vaccin, eh bien, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais j'ai peur qu'on aille dans le mur, et j'ai peur qu'on n'ait pas de stratégie de rechange. Vous venez de dire que, en fait, le débat sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine avait été clos. Quelque part, à la fin de ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il n'est pas clos et qu'il serait intéressant de le réouvrir. Oui, il a été balayé d'un revers de main par certains, mais il n'est pas clos. Bien sûr, pour moi, il n'est pas clos. En termes scientifiques. On n'a pas du tout les éléments qui nous permettent aujourd'hui de trancher, alors qu'on devrait les avoir depuis ce temps. Il y a eu pour clôturer ce débat, on a utilisé, on va dire, la pyramide d'épreuves avec les essais cliniques randomisés qui étaient, on va dire, la Rolls-Royce pour essayer de déterminer si ces thérapies fonctionnaient ou pas. Et aujourd'hui, ce qu'on entend la plupart du temps, c'est que les essais ont prouvé que ça ne fonctionne pas, alors que Diao a eu des études qui prouvent que ça fonctionne. Et du coup, on a un dialogue de normatifs et techniciens sur ces études. Quel est votre point de vue sur la manière dont il faut faire une bonne interprétation de ces méthodes? Mais il faut bien sûr faire. D'abord, là, on est dans une situation d'urgence, et je trouve que la démarche qu'il y a eu à l'IHU a été remarquable. C'est l'art de la science pour vous? Oui, c'est-à-dire que non, mais il y a deux choses. Soit on a du temps devant nous et on prend le temps de faire des expériences avec des contrôles, etc., etc. Bien sûr, le contrôle est le propre de l'expérience scientifique. Hein, sauf que le contrôle, c'est quoi lorsqu'on a affaire à des gens qui sont touchés par une maladie? C'est des gens que l'on prend, on leur dit voilà, vous allez peut-être faire partie du groupe témoin, on va pas vous traiter en réalité. C'est pas le rôle d'un médecin. Le rôle d'un médecin, c'est de soigner. Donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir fait, à un moment donné, dans ce contexte, de groupe placebo pour savoir. Non, il y a aussi une part d'empirisme par rapport au recul que l'on a vis-à-vis d'un médicament qui est utilisé depuis longtemps. J'entendais quelqu'un qui disait de manière très humoristique, et j'ai trouvé ça très drôle, moi, je veux bien me faire vacciner, mais je vais attendre encore 70 ans. Parce qu'il a fallu 70 ans pour se rendre compte que l'hydroxychloroquine était dangereuse.
Donc, il y a 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire que on nous apporte des technologies vaccinales pour lesquelles on n'a aucun recul et on nous dit dormez tranquille, tout va bien. Et on a un médicament qu'on connaît depuis très longtemps qui certes était utilisé pour autre chose, mais quand même qui était un antiparasite ou un antiviral. Tout d'un coup, il faut pas l'utiliser parce qu'il serait dangereux. Je veux dire, c'est pas rationnel. La démarche, c'est bien sûr dans la mesure où ce médicament, on sait qu'il faut peut-être pas l'administrer à certaines personnes. Je sais pas, pour les fragilités cardiaques, je suis pas médecin, mais bon, c'est ce que j'ai entendu. Donc, bien sûr, il y a une prescription. On va pas le donner à n'importe qui. Mais en dehors de ça, ce médicament est connu depuis longtemps. Qu'est-ce que ça coûte de le tester? Mais de le tester directement et de voir. Enfin, je regrette, mais au début de la pandémie, il me semble que la mortalité à Marseille, les patients qui étaient traités sur Marseille, était la mortalité la plus faible que l'on avait sur tout le territoire. Il faut se poser la question. On a par exemple des gens qui prennent de l'hydroxychloroquine pour les questions apparemment de polyarthrite ou lupus, etc. Voilà. Donc une démarche scientifique qui me semblerait très intéressante, c'est d'avoir des registres, de savoir quel est le taux de personnes touchées par le Covid parmi les gens qui prennent un traitement à l'hydroxychloroquine pour une autre raison et qui le prennent de manière régulière. Ça, ce serait intéressant. Il suffit d'avoir des registres de données. Et au CRIGEN, on se bat aussi de manière générale, pas seulement pour ça, pour avoir des registres, pour savoir où est-ce qu'il y a le plus de cancers, dans quelle région, pour faire éventuellement des corrélations. Une corrélation n'est pas une preuve, mais c'est des pistes à exploiter pour voir, tiens, est-ce qu'il y a un lien entre l'utilisation de tel ou tel pesticide et l'apparition de telle ou telle maladie. Mais pour ça, il faut des registres. Eh bien, aujourd'hui, depuis que la pandémie a démarré, on n'aurait pas pu faire ça pour voir, par exemple, parmi tous les gens qui prennent de l'hydroxychloroquine pour une autre raison, s'ils sont moins touchés que d'autres. Ça, ce serait une donnée scientifique extrêmement intéressante. C'était facile à mettre en œuvre, on ne l'a pas fait. Bien sûr. Hier j'ai interviewé un médecin américain qui nous disait, il parlait pas de l'hydroxychloroquine, il parlait de l'ivermectine, et il nous faisait les comparaisons avec d'autres pays. Il prenait le Mexique, il prenait l'Inde, où ils ont utilisé de manière massive dans des thérapies précoces, et il me disait, ils ont cassé la courbe, ils ont pas aplati, mais vraiment brisé la courbe, justement avec cette expérience-là. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir votre point de vue de scientifique sur ces éléments. Peut-être parlons, tournons-nous vers la thérapie génique, vers ces vaccins. Donc à un moment, ces vaccins sont apparus sur le marché comme étant la seule, on va dire, thérapie qui existait pour traiter, avec, comme vous l'avez dit aussi, peu de recul. On n'a pas 70 ans, on avait 70 heures peut-être. Vous avez une AMM conditionnelle. Quand vous regardez, vous avez regardé les AMM au CRIGEN, vous avez essayé de comprendre les composantes de ces divers vaccins. Vous pouvez nous faire un petit panorama sur les diverses technologies qui sont utilisées? Pour la Covid? Oui, pour la Covid. Ouais. En termes de vaccins. Ouais. Alors, vous avez contre la Covid, à l'échelle mondiale, il y a effectivement différents types de vaccins. Des vaccins anciennes technologies, qui sont ce qu'on appelle des vaccins inactivés. Les vaccins inactivés, ça consiste à injecter le virus lui-même, mais qu'on a inactivé. Donc ça, c'est le vaccin chinois, par exemple. C'est le vaccin chinois, Sinopharm, par exemple. Le vaccin indien également. Donc ça, et le vaccin français qui n'est pas encore sur le marché, mais qui est développé par la société Valneva, qui est installée à Nantes, je crois, voilà. Et où a priori ce vaccin devrait être disponible début 2022, nous a-t-on dit. Ça, ce sont des vaccins inactivés, c'est-à-dire qu'on prend le virus, on l'inactive, on l'injecte, il n'est pas capable d'injecter son matériel génétique, il est inactivé, mais il va bien sûr donc apparaître comme un corps étranger et notre système immunitaire va pouvoir s'entraîner à fabriquer des anticorps, et le jour où le vrai virus en pleine forme arrive, eh bien nous sommes armés pour lutter contre lui. Voilà, ça ce sont les vaccins les plus classiques. Il y a des vaccins ensuite qui reposent sur des biotechnologies, mais qui existaient déjà avant la Covid-19. Ce sont ce qu'on appelle, alors c'est un gros mot, mais c'est les vaccins à protéines recombinantes. C'est quoi à protéines recombinantes? Ça veut dire que en fait, on fait produire une protéine du virus qu'on va nous injecter. On la fait produire en laboratoire dans des cellules qui ne sont pas celles qui la produisent dans la vraie vie.
Hein, c'est ça la définition d'une protéine recombinante. Cellules de singe ou autre. Voilà, c'est des cellules qu'on est capable de cultiver facilement en laboratoire. Ça peut être des bactéries, ça peut être des levures, ça peut être des cellules de plantes, ça peut être des cellules animales. C'est des technologies prouvées, on va dire. Ça, c'est que... Oui, alors moi, j'ai toujours eu quelques petites réticences vis-à-vis. Ça peut s'avérer payant, mais j'ai quand même quelques petites réticences parce qu'il faut quand même avoir un certain recul. Hein. C'est ce dont vous parlez tout à l'heure. En fait, il y a quand même un risque. Donc, il y avait un risque dans le virus et là, il y a un autre risque. Alors, cette technologie de protéines recombinantes, c'est un certain nombre de vaccins qui existaient déjà avant la Covid. C'est notamment, comme ça, c'est le cas du vaccin Engerix-B pour lutter contre l'hépatite B. Donc, c'est-à-dire qu'on fait produire par des cellules que l'on cultive en laboratoire, dans lesquelles on a introduit le gène du virus qui détient le secret de fabrication de la protéine de surface, l'équivalent de la protéine spike pour SARS-CoV-2, qu'on appelle la protéine S pour le virus de l'hépatite B. On la fait produire dans des cellules en laboratoire. On éclate ces cellules se multiplient, ce sont des véritables usines qui produisent, elles prennent le gène viral à leur propre compte, le décodent et fabriquent la protéine virale. On éclate les cellules, on purifie la protéine et on l'injecte à des personnes. Ça, c'est Engerix-B. C'est également... Il y a une petite différence, mais c'est également le cas, par exemple, du vaccin pour lutter contre le papillomavirus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, on va dire, de technologie. Voilà, c'est les vaccins protéines recombinantes. Alors, il y en a un certain nombre qui sont développés, qui s'appuient là-dessus avec des variantes différentes, mais c'est le cas de Novavax, qui est américain, qui est sur le point, donc je ne sais pas, qui devait être autorisé en Europe, mais je ne sais pas où ça en est exactement. C'est le cas d'un candidat vaccin canadien développé par l'entreprise canadienne Medicago. C'est le cas en France d'un vaccin qui s'appelle Covepit, qui est développé par Ose Immunotherapeutics, qui est une petite entreprise qui est située dans la région nantaise, comme Valneva d'ailleurs. C'est le cas également du vaccin cubain, avec une variante, mais c'est une protéine. Donc il y a beaucoup, on va dire, de sociétés qui se sont mises sur ce créneau-là, et après les... Voilà, donc ça, c'est des vaccins dont la technologie existait déjà avant le Covid. Ça pose un certain nombre de questions à mes yeux, surtout lorsqu'on a des tests de phase 3 très très courts qui ne permettent pas d'avoir un recul suffisant. Au cas par cas, bien sûr. Et puis, il y a les vaccins génétiques dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire les vaccins de type Pfizer, BioNTech ou Moderna d'un côté, puis AstraZeneca, Johnson & Johnson de l'autre, qui consistent non plus à injecter un virus inactivé ou à injecter une protéine du virus, mais à nous faire produire par nos propres cellules cette protéine du virus. C'est-à-dire que la protéine, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, Novavax développe un vaccin protéine recombinante qui consiste à faire produire la protéine spike dans des cellules en laboratoire, puis ensuite, la protéine va être purifiée et proposée à l'injection comme vaccin. Dans le cas des vaccins génétiques, c'est nous qui la fabriquons. C'est-à-dire qu'on nous injecte l'information génétique virale qui détient le secret de fabrication de cette protéine. Cette information génétique, c'est soit de l'ADN, soit de l'ARN. Alors, comme j'aime bien définir les mots que j'utilise et que c'est pas forcément évident pour tout le monde, notre matériel génétique à nous, c'est de l'ADN. Dans l'ADN, il y a des gènes qui détiennent le secret de fabrication de protéines. Mais on passe pas directement du gène à la protéine, il y a un intermédiaire qui s'appelle un ARN. Il se trouve qu'il y a des vaccins, des virus dont le matériel génétique est de l'ADN comme nous. Quand ils infectent les cellules cibles, ils injectent leur matériel génétique qui est de l'ADN. Cet ADN est alors pris en charge par nos propres cellules au profit du virus. C'est-à-dire que cet ADN va être transcrit en ARN, puis cet ARN traduit en protéines virales qui vont permettre de reconstituer des particules virales. Et puis le matériel génétique va être recopié, matériel génétique viral en un grand nombre d'exemplaires, pour multiplier les particules virales. Lorsqu'on a affaire à des virus dont le matériel génétique n'est non plus de l'ADN, mais de l'ARN, c'est le cas de SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19. Et c'est le cas de tous les coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a certains virus dont le matériel génétique n'est pas de l'ADN, mais l'intermédiaire, directement l'ARN. Donc lui, il injecte l'ARN, et à ce moment-là, nos cellules prennent l'ARN à leur propre compte. Elles n'ont pas besoin du passage ADN-ARN, c'est déjà fait. Elles ne font que le passage ARN-protéine. Et donc, elles produisent les protéines virales. Voilà. Et ensuite, on retombe donc dans le même schéma. C'est la différence entre, on va dire, le Pfizer, Moderna et puis le Johnson. Les vaccins maintenant, qui consistent génétique consiste à injecter dans nos cellules, non pas le matériel génétique viral entier, mais une partie du matériel génétique viral
qui détient le secret de fabrication de la protéine de surface, qui est celle qui est visible de l'extérieur et qui est celle qui va être reconnue comme corps étranger et contre laquelle on va essayer donc de produire des anticorps. Eh bien, dans le cas des vaccins de Pfizer, BioNTech ou Moderna, c'est directement une portion de l'ARN viral SARS-CoV-2 qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike, qui est injectée, et pour véhiculer, parce qu'on ne peut pas injecter directement du matériel génétique comme ça dans nos cellules, il faut un véhicule, il faut un vecteur. Ce vecteur, c'est une bicouche de graisse, une nanoparticule, toute petite particule donc de graisse dans laquelle est emprisonné cet ARN. Dans le cas des vaccins d'AstraZeneca, Johnson & Johnson, là, ce sont des vaccins non plus à ARN, mais à ADN. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent pour véhiculer le matériel génétique qu'on va nous injecter, non pas une particule de graisse, mais un autre virus. Un autre virus, adénovirus, un adénovirus. L'adénovirus, c'est les virus qui sont responsables des petits états grippaux qu'on a l'hiver. On dit souvent qu'on a la grippe par abus de langage, mais en fait, on a le nez qui coule, on a un petit peu de température, mal à la tête. C'est un adénovirus. Là, ils ont pris un adénovirus de chimpanzé. Il faut bien sûr pas qu'il nous donne malgré tout sa maladie, cet adénovirus. Donc, il faut le désarmer. On peut pas l'inactiver. Parce que si on l'inactive, il pourra pas injecter le matériel génétique qu'on lui demande d'injecter. On l'utilise pour ça. Donc, on le désarme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le rend inoffensif. Comment? En lui enlevant une partie de son matériel génétique responsable de sa virulence. Et la partie de ce matériel génétique qu'on a enlevé, on la remplace par... Alors, ce matériel génétique dans l'adénovirus, c'est de l'ADN. On la remplace donc par de l'ADN qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike de SARS-CoV-2. Alors, on va me dire, mais comment est-ce possible? Vous pouvez pas mettre de l'ADN de SARS-CoV-2 puisque c'est un virus à ARN. En laboratoire, effectivement, on peut pas insérer de l'ARN dans de l'ADN. Donc, comme l'adénovirus a de l'ADN, il faut insérer dedans de l'ADN. Eh bien, en laboratoire, on est capable de convertir de l'ARN en ADN. Donc, on a pris l'ARN de SARS-CoV-2 qui détient le secret de la fabrication de la protéine Spike, on l'a converti en ADN, et cette copie ADN, on l'a insérée dans ce qui reste du génome de l'adénovirus. Et donc cet adénovirus, qu'on appelle un adénovirus recombinant, puisque son génome est une recombinaison entre deux matériels génétiques, le sien, ce qu'il en reste, et une partie de SARS-CoV-2. Et il va alors injecter dans nos cellules du matériel génétique qui est en partie celui de l'adénovirus et en partie celui de SARS-CoV-2, qui va être transcrit en ARN, puis traduit en protéine Spike. Et là, on a donc des vaccins à ADN, mais qui sont de la même manière des vaccins génétiques, donc soit ADN dans ce cas-là, ou à ARN dans le cas de Pfizer, BioNTech ou Moderna. Quand on vous écoute, ça a l'air simple, même si jamais c'est fort complexe, puisque en fait, ça passe par certaines étapes. Et je vous remercie de nous donner autant de précision, parce que je pense que pour les auditeurs, c'est important de pouvoir faire la différenciation entre tous ces, on va dire, ces vaccins, toutes ces thérapies géniques. Parfois, je vous entends parler de thérapie génique, parfois, je vous entends parler de vaccins. Alors moi, je ne parle pas vraiment de thérapie génique. C'est-à-dire que la confusion vient du fait que dans la thérapie génique, on utilise également des vecteurs pour véhiculer du matériel génétique. Dans la thérapie génique, on a affaire à un patient, un enfant par exemple, qui a un gène qui est abîmé, un gène à lui. Donc on peut le mettre pour vous dans la catégorie des vaccins. D'un point de vue juridique, non. Je fais justement la distinction. C'est-à-dire que dans le cas de la thérapie génique, le but est d'apporter à un enfant qui a un gène abîmé la version normale du gène. Donc là, c'est un gène humain qu'on met chez l'humain, mais on lui apporte la version normale. Et on va utiliser pour véhiculer ce gène éventuellement un virus, comme je viens de l'expliquer dans le cas des vaccins d'AstraZeneca. Et donc ce virus va permettre de véhiculer le gène que l'on veut apporter. Alors sauf que dans le cas de la thérapie génique, ce qu'on veut, c'est absolument que ce gène aille s'insérer dans les chromosomes de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce gène reste de façon stable, pérenne. Et donc on va utiliser des vecteurs qui vont favoriser cette intégration. Des virus, on va choisir des virus qui vont favoriser cette intégration. Dans le cas des vaccins ici, le but est d'introduire de façon transitoire et non pas pérenne du matériel génétique. Donc on ne recherche pas l'intégration. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas arriver. Mais si elle arrive dans le cas du vaccin, ce sera accidentel. Dans le cas de la thérapie génique, c'est volontaire, c'est recherché. Dans le cas du vaccin, c'est accidentel et donc involontaire. Donc forcément, ça va se produire à des fréquences plus faibles. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. Quand on nous dit que ce risque n'existe pas, c'est faux. Il n'y a aucun généticien moléculaire qui peut dire que ce n'est pas possible. Quand on introduit de l'ADN dans les cellules, on ne peut à aucun moment certifier que cet ADN n'ira pas peu ou prou s'intégrer dans les chromosomes de la cellule réceptrice.
Donc en fait, ce qui n'est pas vrai avec l'ARN. L'ARN ne peut pas s'intégrer en tant que tel. Voilà. En tant que tel. Je le précise parce que effectivement, et merci de me permettre de le préciser, parce que on m'a fait dire des choses totalement fausses que je ne dis pas. On m'a fait dire que je disais que dans les vaccins ARN, l'ARN allait s'intégrer dans notre ADN. Non, l'ARN en tant que tel ne peut pas s'intégrer dans l'ADN. Je le dis pour les autres journalistes de certains médias qui m'écoutent. Christian Vello dit bien que l'ARN en tant que tel ne peut pas s'intégrer dans l'ADN. Par contre, si l'ARN venait à être converti en ADN, eh bien, à ce moment-là, ça peut se produire. Donc il y a une phase intermédiaire. Voilà, il y a une phase intermédiaire, et il se trouve qu'on nous a dit que c'était pas possible. Cette phase intermédiaire, elle peut exister dans nos cellules, d'autant plus qu'on vient de découvrir que l'une des enzymes qui intervient dans la réparation de notre ADN, qui est connue depuis longtemps, eh bien, en fait, pour faire ça, elle part d'une molécule d'ARN qu'elle convertit en ADN. Donc on a bien la capacité dans nos cellules de convertir de l'ARN en ADN, et donc ça veut dire que là encore, peut-être ça se produirait à des fréquences extrêmement faibles, mais néanmoins, cette hypothèse ne peut pas être totalement exclue et balayée d'un revers de main comme cela a été fait à maintes reprises. Voilà. Donc en fait, vous ça, confirmez que ça peut arriver et que la rigueur oui. scientifique voudrait qu'on observe plutôt que de conclure. Je ne dis pas que ça veut dire que c'est une raison pour que ces vaccins soient tout simplement éliminés. Mais on doit être honnête et on doit le dire. Quand on nous dit que ça ne peut pas se produire d'un revers de main, ce n'est pas vrai, comme le monsieur Vaccin du gouvernement a eu l'occasion de le dire suite au rapport d'expertise que j'ai fait, en disant ce n'est pas possible. Il n'a pas le droit de dire ce n'est pas possible. Si c'est possible, maintenant après on peut discuter autour d'une table entre scientifiques et autres, de dire quelles sont les probabilités, quels sont les risques, est-ce que le rapport bénéfice-risque est toujours au profit du vaccin ou pas. Voilà, ça se discute. Ne pas être d'accord en science, c'est pas grave, hein. La science a besoin de contradictions comme n'importe qui dans la société. C'est ce qui fait respirer la démocratie et on en a besoin en science comme ailleurs. Et d'ailleurs, en science, c'est une stupidité de chercher le consensus. Parce que l'histoire des sciences nous a montré que c'est parfois celui qui est tout seul à penser d'une certaine manière qui s'avère avoir raison. Donc en science, il faut chercher plutôt science et en France d'ailleurs. Oui, il faut le dissensus. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas tous d'accord et que quelqu'un est minoritaire qu'il faut évincer sa thèse. Il faut protéger, on va dire, justement la dissension. Donc il faut prendre le temps de discuter. Ça veut pas dire que le vaccin n'en vaut pas la peine, mais on discute autour de la table et on informe de tous les risques potentiels qui existent en les sous-pesant et en regardant les avantages, les inconvénients, et on informe les citoyens, et chaque citoyen qui se fait vacciner doit le faire en connaissance de cause. C'est comme si on organisait un référendum, vous votez oui ou vous votez non, sans qu'il y ait débat en amont pour savoir quels sont les tenants du oui, quels sont les tenants du non. Ça n'a aucun intérêt. Et bien là, voilà, se faire vacciner oui ou non, il faut au moins que les citoyens, ça les concerne, soient un minimum informés. C'est tout. Et on peut tout expliquer simplement, il faut simplement prendre le temps. Quand on regarde un peu ces AMM, ces autorisations de mise sur le marché qui sont conditionnelles, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui devraient être fournis pour une AMM complète, par exemple la génotoxicité, la biodistribution, et que ça n'a pas été possible aux fabricants de donner ces documents. Donc ça a entraîné beaucoup de débats, la toxicité notamment de la cellule Spike. Tout à l'heure vous avez parlé du fait que la maladie amener un risque. Spike, ouais. Pardon, la protéine Spike, ouais. Pardon. Que la maladie amenait un risque et que ces thérapies amenaient un autre risque. Quels sont les risques aujourd'hui majeurs pour vous? Est-ce qu'on pouvait les connaître avant? Parce que ces technologies, même si elles n'ont pas été prouvées, on va dire les vaccins ARN messagers, ils ont déjà été utilisés, mais peut-être pas à grande échelle. Quels sont les risques qu'on pouvait pouvoir connaître avant? Et plus particulièrement sur la protéine Spike, on parle beaucoup de sa toxicité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? On va dire quel est l'état de la science aujourd'hui et les éléments qui sont, on va dire, du peu probable ou non scientifiques. Alors, ce qui est clair, pour revenir sur les autorisations de mise sur le marché, d'ailleurs elles sont conditionnelles, c'est qu'on est allé beaucoup trop vite. Alors, je peux comprendre, on est dans une situation d'urgence, etc., et que tout le monde rêve de sortir de cette pandémie, mais on est allé beaucoup trop vite, on n'a pas le recul. Alors, on nous dit on a compensé, on a raccourci les phases 3, normalement, qui sont les derniers stades d'essais cliniques avant l'autorisation d'un médicament, c'est plusieurs années pour un... D'ailleurs, elles vont jusqu'en 2022 ou 2023, oui, voilà. Oui, c'est plusieurs années pour un vaccin. Et sauf qu'on n'attend pas la fin et on commence tout de suite. Alors, on nous dit oui, mais on a raccourci, on est allé un peu plus vite, mais on a compensé par les effectifs. Mais les effectifs ne compenseront jamais la durée.
Les effectifs, c'est bien d'avoir des grands effectifs, ça permet d'avoir des statistiques plus solides, d'avoir des choses plus claires, c'est très bien, mais ça ne compensera jamais la durée. Pourquoi? Parce que si vous avez des effets aigus, effectivement, ça se voit sur une durée courte. Mais si vous avez des effets plutôt chroniques, et évidemment, on peut penser que, a priori, ça fera pas mourir subitement dans un cri de douleur, mais il peut y avoir des effets sur le plus long terme. Pour avoir les effets sur le plus long terme, il faut faire des essais de long terme. Donc, on est allé beaucoup trop vite. Par exemple, cette fameuse publication qui est sortie dans une grande revue internationale à comité de lecture, qui est Circulation Research, qui montre des toxicités de la protéine spike, et notamment sur les cellules endothéliales, c'est-à-dire les cellules qui bordent nos vaisseaux sanguins. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui aurait pu être fait avant. Ou, en tout cas, ça demande du temps de le faire. Mais on n'aurait pas dû aller aussi vite dans l'autorisation de ces vaccins sans en savoir plus sur la protéine spike, parce que c'est contre elle qu'on fabrique des anticorps et on la fait produire dans nos cellules. Donc c'est quand même important de savoir ce que cette protéine en tant que telle, quelles sont ses caractéristiques, etc. On a autorisé avant même de le savoir et on s'aperçoit aujourd'hui que cette protéine a des propriétés de pathogénicité en tant que telle, même quand elle est détachée du virus qui la porte. Donc ça cause quand même un gros problème. Et puis on n'a absolument aucune donnée sur l'immunotoxicité, sur la génotoxicité, c'est-à-dire le fait que ça vienne, par exemple, que ça crée des problèmes d'interaction avec notre propre génome, des problèmes d'immunotoxicité, c'est-à-dire des réponses immunitaires non désirées, hein, et parfois exacerbées. Ça nécessite du temps. Ce temps-là on s'est pas donné le temps, et la sécurité est incompatible avec l'urgence. C'est absolument incompatible. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on est incapable de dire contre quoi vraiment les vaccins protègent. A priori contre les formes graves, mais on ne sait pas si ça protège des autres formes, on ne sait pas si ça protège de la contagion, à tel point que l'OMS continue à recommander le port du masque et l'application des gestes barrières pour les gens vaccinés. Donc on ne sait absolument rien de tout ça. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas le recul. Et les gens qui sont vaccinés ne savent pas pour combien de temps ils le sont. Et peut-être qu'il faudra recommencer au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, on ne le sait pas. Et donc, voilà, on est parti un peu à l'aventure. Alors, je comprends qu'on veuille trouver des solutions rapidement, mais le problème, c'est qu'il va peut-être y avoir des retours de bâton qui seront difficilement récupérables parce qu'on est allé trop vite. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Ben justement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des variants du fait qu'on a le variant Delta qui devient plus virulent ou plus toxique que certains, et on entend beaucoup parler de ça, et que peut-être les vaccins ne seraient pas totalement efficaces. Donc, vous, de votre point de vue, quand on regarde le risque d'aller trop vite, le risque de variation des mutants du virus, déjà un virus, ça mute pour vous naturellement, non? Oui, le propre d'un virus, c'est de varier. Hein. Je fais une différence, vous allez voir, entre le terme variant et le terme mutant. L'un englobe l'autre. Hein. Mais tous les mutants sont des variants, mais tous les variants ne sont pas des mutants. Mais le propre d'un virus, c'est effectivement de varier, de changer de gueule. C'est le moyen qu'il a d'échapper au système immunitaire. Par définition, si un virus disparaît rapidement, c'est qu'il n'a pas su échapper au système immunitaire de son hôte, et donc voilà, il a été éliminé. Mais si il persiste, c'est qu'il détourne le système immunitaire. Et comment fait-il pour ça? C'est de changer de gueule. Et pour changer de gueule, il y a deux manières. Il y a les mutations. Alors, on nous dit, c'est quoi les mutations? Eh bien, c'est des erreurs de copie du matériel génétique. Je vous disais, quand le virus infecte nos cellules, il détourne la machinerie cellulaire de l'hôte à son profit, pour faire produire ses protéines virales, etc. Par contre, la recopie du matériel génétique, elle n'est pas assurée elle se fait dans les cellules infectées, bien sûr, dans les cellules de l'hôte. Donc les nôtres, en l'occurrence, lorsque c'est un virus humain. Mais grâce à une enzyme virale qui est apportée par le virus. Et cette enzyme, elle fait souvent beaucoup d'erreurs. Et elle en fait encore plus quand le matériel génétique viral est de l'ARN. Ceci dit, c'est parce que l'ARN est moins stable, on va dire. Non, c'est pas lié à la stabilité de l'ARN, c'est lié aux propriétés intrinsèques de l'enzyme. C'est pas les mêmes enzymes qui recopient de l'ARN et celles qui recopient de l'ADN. Et celles qui recopient de l'ARN sont moins fidèles. Et donc elles font plus d'erreurs. Mais il y a une exception. C'est les coronavirus, dont SARS-CoV-2. En fait, ils mutent très peu, contrairement à ce qu'on raconte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variants, mais ces variants, il y a un autre moyen de les produire. Ils mutent très peu, pourquoi? Quand vous prenez le virus du sida, qui est un virus à ARN, le virus de l'Ebola, qui est aussi un virus à ARN, ou le coronavirus comme SARS-CoV-2,
la taille du matériel génétique de SARS-CoV-2 est beaucoup plus grande que celle de l'Ebola ou celle du virus du sida. C'est 30 000 contre 10 000, quoi. Voilà. Ça, Alors, le génome est constitué d'un enchaînement de 4 petites molécules que l'on symbolise par leurs initiales respectives, c'est-à-dire 4 lettres. Alors, AGCT quand c'est de l'ADN, AGCU quand c'est de l'ARN, peu importe. Eh bien, dans le cas des virus ARN, si vous prenez le virus du sida, c'est 10 000 lettres. Si vous prenez Ebola, c'est 19 000. Si vous prenez SARS-CoV-2, c'est 31 000. Évidemment, plus c'est grand, plus la probabilité de faire des erreurs est grande. Donc, on pourrait penser que les coronavirus font plus de mutations, plus d'erreurs que n'en font le virus du sida ou le virus de l'Ebola. C'est le contraire. Pourquoi? Parce que l'enzyme de SARS-CoV-2 ou des coronavirus en général, qui est responsable de la recopie de son matériel génétique, est doté d'un système de détection des erreurs et de correction des erreurs. Et donc, il y a des mutations, bien sûr qu'il y en a, mais pas tant que ça. Donc, en fait, la manière du virus SARS-CoV-2 d'échapper au système immunitaire, ce n'est pas tant les mutations, c'est les recombinaisons. Et les recombinants, qui sont les résultats de recombinaisons comme les mutants sont les résultats de mutations, font tous les deux partie des variants. Il y a des variants qui sont des mutants, il y a des variants qui sont des recombinants, sachant qu'on peut avoir aussi un mélange des deux. Alors, c'est quoi des recombinants? Des recombinants, la recombinaison, c'est du mélange de matériel génétique. Tout le monde sait le faire, mais les virus sont les champions. Les virus sont les champions de la recombinaison. Et parmi les virus, qui sont déjà les champions, les coronavirus sont les champions des champions de la recombinaison. C'est-à-dire que quand vous avez 2 génomes viraux qui cohabitent, et donc là c'est 2 ARN, puisqu'on a affaire à des virus ARN, lorsque l'enzyme va recopier ce matériel génétique, en quelque sorte, elle va être capable de sauter d'un génome à l'autre. Alors, s'ils sont tous les deux totalement identiques, le fait d'échanger les morceaux, ça va pas causer de problème. Mais s'ils sont pas tout à fait identiques, c'est-à-dire si on a, par exemple, un variant et puis la souche d'origine, eh bien, on va refaire encore de nouveaux variants parce qu'on va échanger des morceaux de l'un avec l'autre. Donc, c'est pas normal qu'ils aient muté, varié. Voilà. Donc, juste peut-être une petite question pour essayer de le vulgariser pour le public. Par rapport à un virus comme celui de la grippe, en fait, les mutations, ça représente quel pourcentage? Parce qu'on a l'impression que la grippe, tous les ans, on doit changer de souche pour le virus, donc parce qu'il y a une grande, on va dire, variation du virus. Et aussi, on entend souvent que le virus de la grippe, parfois, n'est pas aussi efficace. Donc, il y a des années, il est efficace à 40%. Le vaccin, vous voulez dire? Pardon, le vaccin de la grippe, il n'est pas efficace, il est efficace à 40% ou à 60%. Là, tout à l'heure, la question, c'était vraiment, on s'est posé la question de savoir si ces vaccins étaient efficaces contre les mutants et les variants recombinés ou pas. Donc, essayez de nous donner une idée de ce que ça représente. Le taux de mutation du virus de la grippe, je ne vais pas vous donner le chiffre là parce que je l'ai pas en tête, donc je préfère pas dire de bêtises, mais il est élevé, c'est certes. Mais plus élevé que le SARS, beaucoup plus élevé. Oui, le virus de la grippe change de gueule tous les ans parce qu'il fait des erreurs, il fait des mutations. Et lui, c'est des mutations. Mais les coronavirus, eux, alors pour vous donner là un chiffre, quand vous avez 2 génomes de coronavirus qui cohabitent entre eux, le taux de recombinaison, dès lors qu'ils sont en présence, le taux de recombinaison est minimum de 10%. D'accord. Donc là, c'est énorme. C'est énorme. Pour les autres virus, c'est de 0,2 à 0,1 à 2%. Là, on est à 10%. Dès lors qu'ils cohabitent, bien sûr, il faut qu'ils cohabitent. Et heureusement, ça n'arrive pas souvent, et tant mieux. Mais pour vous donner un exemple de virus recombinant qui, par exemple, ça inquiète toujours les virus recombinants parce qu'on ne sait jamais dans quel sens ça part. Le virus recombinant peut être moins méchant que les virus parentaux, et quel cas tout va bien. Mais ils peuvent être plus méchants. Et un virus recombinant qui nous a fait beaucoup peur parce qu'on ne sait jamais dans quel sens ça évolue, c'est le virus H1N1, qui est en fait un double recombinant puisque c'est un recombinant entre 3 souches de virus, grippe aviaire, grippe humaine et grippe porcine. Bon, voilà, les virus adorent ça. Et même les coronavirus sont capables de recombiner avec des virus qui ne sont pas de leur famille. Par exemple, il y a des publications scientifiques qui ont montré de la recombinaison entre des coronavirus bovins ou de chauve-souris et virus de la grippe. Donc, vous voyez que, alors, il faut qu'ils soient tous les deux à ARN, quand même. On peut pas avoir de recombinaison entre un virus à ARN et un virus à ADN, mais entre 2 virus à ARN ou entre 2 virus à ADN, c'est tout à fait possible. Eh bien, les coronavirus adorent recombiner. Bien sûr, pour que ça se produise, il faut que cohabitent dans les mêmes cellules, à un moment donné, 2 génomes viraux. Donc, c'est normal qu'on se pose la question de l'efficacité des vaccins ARN ou adénovirus sur les diverses souches qu'on va avoir. Bien sûr. Alors, d'abord, les variants, quels qu'ils soient mutants ou recombinants, évidemment, ils peuvent échapper aux anticorps produits par la vaccination.
c'est ce qu'on appelle l'échappement immunitaire, et donc ils vont être insensibles à la vaccination, et donc ils vont pouvoir continuer à proliférer. Et la question, moi, parce que vous parliez tout à l'heure de la question des risques, on a parlé de la génotoxicité, de l'immunotoxicité, il y a, pour moi, le principal risque sur lequel j'alerte depuis décembre dernier, enfin depuis que, même avant, puisque le rapport d'expertise date de septembre ou octobre, mais la vidéo didactique qui avait été diffusée par le CRIGEN date de décembre dernier. J'alerte sur le fait que les vaccins génétiques peuvent augmenter la recombinaison. Pourquoi? Je le disais, pour qu'il y ait recombinaison, il faut que cohabitent dans les mêmes cellules 2 génomes viraux. Mais dès lors que vous introduisez volontairement du matériel génétique viral à titre de vaccination, il suffit d'un seul virus infectant dans ces cellules pour qu'il y ait recombinaison entre le génome du virus infectant lorsqu'il va se recopier et le génome, une partie du génome de la souche d'origine qui est en fait le matériel génétique vaccinal. Donc ça, c'est un des risques que vous avez alerté, quoi. Alors évidemment, on va me dire, mais il faut que, au moment où la personne se fait vacciner, que cohabite chez cette personne un virus infectant, en plus du vaccin, etc. Oui, mais on nous dit que la vaccination ne protège pas a priori de la contagion. Ça veut dire que peuvent cohabiter chez un même individu vaccin et virus. Et lorsqu'on va se faire vacciner dans les vaccinodromes, pourquoi y a-t-il pas un poste de détection? Ce serait simple à mettre en place dans les vaccinodromes. Poste 1, détection. Positive, vous vous faites pas vacciner, vous attendez. Négatif, éventuellement, vous vous faites vacciner si vous le souhaitez. Mais un poste de détection pour éviter le chevauchement entre personnes infectées et personnes vaccinées, pour limiter ce risque de recombinaison. Parce que la recombinaison, les virus, encore une fois, les coronavirus adorent ça. Et donc, si on augmente le risque de générer des variants, on augmente le risque d'obtenir des variants qui vont échapper éventuellement au système immunitaire. S'ils n'y échappent pas, c'est pas de problème. Mais s'ils échappent, ça cause problème. Alors, on va me dire, mais c'est une probabilité extrêmement faible. Il faut imaginer que la personne qui se fait vacciner soit en même temps et dans la même période, infectée, etc. Oui, certes. Quand je disais 10%, c'est quand les 2 génomes sont déjà en présence. Là, évidemment, il faut que les 2 génomes soient en présence, c'est-à-dire le vaccin et le virus infectant. Ça diminue considérablement les probabilités. Mais c'est là qu'il est important de parler de rapport bénéfice-risque à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Sur le plan individuel, on peut penser que, admettons, que le rapport bénéfice-risque soit favorable. Mais qu'est-ce qu'il en est du plan collectif? Sur le plan collectif, un individu chez lequel émerge un variant, parce qu'il y a eu recombinaison entre un virus infectant et le vaccin, il n'y a pas que lui qui va être embêté. Il n'y a pas que cette personne-là. Admettons que ce soit une personne sur 1 million. Une personne sur 1 million, bon, c'est dommage pour elle, mais pour les autres, ça s'est bien passé. Oui, mais cette personne qui aura généré ce variant va se multiplier, va aller infecter d'autres personnes. Et on va avoir une nouvelle pandémie, parce que ce variant échappe au système immunitaire. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important de prendre ce risque en considération, même si, au niveau individuel, le risque reste a priori faible, mais au niveau collectif, il peut être grand, parce qu'il suffit qu'un virus émerge un jour quelque part pour que les conséquences soient colossales et mondiales. Qu'est-ce que nous a appris SARS-CoV-2 ? Qu'il suffit qu'un virus émerge un jour quelque part, c'était en l'occurrence à Wuhan, pour que les conséquences soient colossales et mondiales. Et donc, ne faisons pas un remède pire que le mal. Et donc, ça mérite vraiment d'être posé, cette question. Vous voyez, et c'est une question qui est balayée d'un revers de main. Alors c'est très drôle parce que, avec les histoires de thrombose et du vaccin d'AstraZeneca, là, on a su nous parler de rapport bénéfice-risque collectif. Évidemment, quelqu'un qui meurt d'une thrombose suite au vaccin, on va pas dire à sa femme ou à son mari, écoutez, le rapport bénéfice-risque est très favorable. Personne vient de perdre un être cher. Ça n'a aucun sens binaire, au niveau individuel. Mais au niveau collectif, on peut dire, il y a peu de gens qui font des thromboses. Donc, on peut, pourquoi pas, admettre que sur le plan collectif, le rapport bénéfice-risque est favorable. Et ça, ils ont très bien su le dire. Quand je dis ils, c'est tous ceux qui défendent les vaccins ou la stratégie qu'ils ont mise en place, bec et ongle, et qui veulent pas entendre parler de critique. Eh bien, on nous dit, ah oui, là, on a su parler d'intérêt collectif. Oui, mais sur le plan collectif, AstraZeneca, c'est favorable. C'est-à-dire qu'on sait reconnaître le risque collectif lorsqu'il est en faveur du bénéfice, mais on ne sait pas le reconnaître lorsque c'est lui qui emporte la partie. Or là, avec les vaccins à ARN,
c'est sur le plan collectif qu'il faut raisonner et que là, le rapport bénéfice-risque n'y est peut-être pas. Hein, et c'est pour cela, je ne sais pas si vous vouliez, on allait en parler sans doute, mais peut-être je peux enchaîner là-dessus, sur le fait qu'on veuille vacciner tout le monde. Je préfère qu'on finisse juste sur la partie, et on va parler de la population pour finir, parce que je pense que c'est important de finir sur toute la partie toxicité, parce qu'il y a un point spécifique que j'aurais aimé comprendre, c'est cette protéine spike dont on parle. Elle est vraiment toxique. On a vu énormément d'effets secondaires enregistrés. On voit les régulateurs, les autorités parler de la balance bénéfice-risque toujours en faveur de la vaccination. Et il y a de moins en moins de réservations dans les vaccinodromes. Hier, j'ai interrogé un médecin aux États-Unis qui me dit qu'en fait, il y a un taux de réservation qui diminue. Ouais. Donc, on n'atteint pas, on va dire, le seuil souhaité par les autorités. Alors, soit pour des raisons d'immunité collective ou des raisons de peur. Donc, il y a une espèce de clarification, à mon avis, qui est nécessaire sur cette toxicité. À quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut dire, on va dire, aux auditeurs sur cela? Et est-ce qu'il y a d'autres risques qu'on n'a pas identifiés, dont on n'a pas parlé? Il y a d'autres protéines, on va dire, dans ce virus. Alors, encore une fois, c'est très difficile de savoir à quoi s'attendre. D'une part, parce que les études n'ont pas été faites en amont, parce que on est allé trop vite et que les tests de phase 3 n'ont pas eu la durée qu'ils auraient dû avoir. Et ensuite, parce que il faut du suivi. Il faut un suivi étroit des personnes. Il faut des données. Il faut des données des personnes qui ont été vaccinées. Or, ces données vont être de plus en plus difficiles à obtenir. Pourquoi? Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec AstraZeneca. Beaucoup de gens qui ont eu la première injection n'ont pas voulu la deuxième. Du coup, ils ont une première injection d'Astra et puis ils ont une deuxième de Pfizer-BioNTech. Ça, pour vous, c'est une erreur? Ah ben, en termes de suivi, certainement. Alors, je ne peux pas en vouloir aux personnes qui ont souffert d'une première injection d'AstraZeneca de ne pas prendre le risque de la deuxième. Évidemment, personne ne peut leur en vouloir. Mais c'est quand même un gros souci. Ça veut dire qu'on a autorisé l'AstraZeneca beaucoup trop vite, sans être sûr qu'il serait suffisamment accepté pour pouvoir faire la deuxième injection. Ça, c'est une erreur. Pas de ceux qui ont été vaccinés, qui ont choisi AstraZeneca, mais de ceux qui ont imposé AstraZeneca, parce qu'à une époque donnée, quand vous aviez un certain âge, il y a quelques mois, vous ne pouviez pas vous faire vacciner par autre chose que par AstraZeneca. Et je connais un certain nombre de personnes qui ont dit c'est hors de question que j'ai ma deuxième injection d'Astra. Donc ils ont eu du Moderna ou du Pfizer-BioNTech. Comment voulez-vous, quand vous mélangez les genres, pouvoir avoir un suivi extrêmement sérieux de savoir s'il y a des effets secondaires, s'ils sont dus à tel vaccin et à de l'immunotoxicité, s'ils sont dus à tel autre et à de la génotoxicité, etc., etc. Vous ne pouvez pas le savoir. Et on noie le poisson. Donc, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et là encore, on n'a pas de registre sérieux. On n'a pas de registre de savoir telle personne a été vaccinée à telle période avec les tranches d'âge, etc., les sexes, et de dire, voilà, on a plutôt une manifestation de tel type d'effet dans telle fraction de la population, dans fonction de l'âge. Voilà ce qu'il faudrait, puisqu'on est en train de faire, de fait, une expérience grandeur nature. Allons jusqu'au bout et collectons les données, qu'elles ne servent au moins pas à rien, cette expérience grandeur nature. On revient toujours à la notion d'effet, à la notion des données. Une question sur la population cible. On parle beaucoup aujourd'hui de plusieurs choses, de l'obligation vaccinale, de la vaccination des enfants, des adolescents. Quels sont vos points de vue, on va dire, sur ces populations cibles, les priorités qu'on a données aux personnes plus à risque, les jeunes, l'obligation vaccinale? Alors d'abord, avant de vacciner une population particulière, faudrait-il encore qu'on ait fait des tests corrects sur une représentation de cette population. Dans donc vous revenez à la base scientifique, c'est on va tester. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, on est dans une politique de vaccination systématique de tout le monde. Alors on a commencé par les prétendus plus fragiles, etc. Ok. Et maintenant, on veut vacciner, par exemple, les plus jeunes, à partir de 12 ans. C'est une énorme erreur. C'est une erreur stratégique. Stratégique ou médicale? Les deux. Mais médical sans doute, mais le problème c'est que l'acte médical ici, il est consécutif à une décision politique. Dans on va dire médical, c'est le bénéfice-risque individuel, stratégique, c'est le bénéfice-risque collectif peut-être qu'on va chercher. Moi je pense que dans le médical il y a les deux, mais non, c'est une erreur stratégique puisque la décision est politique.
Hein, on a d'ailleurs un conseil qui est un conseil de guerre, je sais plus comment on appelle ça, un conseil de défense, où tout se fait à huis clos et on n'a aucune transparence. Il y a des décisions qui sont prises qui sont des énormes erreurs. Et quand j'entendais encore sur des médias ce matin, les gens se faire dire oui, tout le monde part bille en tête en disant la vaccination c'est la solution. Admettons que ce soit la solution, admettons, et que les vaccins soient suffisamment sûrs, admettons. Voilà, on a résolu tout ça, les vaccins sont sûrs, la vaccination c'est la bonne solution, admettons. Hein, je dis pas que c'est le cas, mais posons cette hypothèse. Peu importe, vacciner massivement en période de pandémie est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en période de pandémie, le virus circule, par définition. Si le virus circule, il y a des variants qui émergent, qu'ils soient des mutants ou des recombinants. Ces variants ne posent problème que s'ils échappent à l'immunité, hein, comme le variant Delta, par exemple, dont on parle en ce moment. Or, ce variant, si on est en période de vaccination massive, ça veut dire que la souche d'origine va être freinée, puisque les vaccins la bloquent, puisque les vaccins sont efficaces contre la souche d'origine. Donc cette souche d'origine ne peut plus faire de compétition au variant. Et le variant a la voie libre. Je vous le disais au tout début de mon intervention. Ça veut dire que on est dans un écosystème. Mal, quoi. Voilà. Mais on est dans un écosystème. Je prenais l'exemple des bactéries dans notre intestin. Si on les élimine, ou si on a un bouleversement de notre flore intestinale, de notre flore vaginale, eh bien, il y a souvent des petites bactéries ou des champignons qui prennent la place et qui occupent le terrain. Il y a des infections. Il faut qu'il y ait cette compétition. Dans les hôpitaux, on utilise beaucoup d'antibiotiques. Et on comprend pourquoi, hein, on va pas le reprocher, bien sûr. Sauf qu'il y a des bactéries résistantes aux antibiotiques. Les staphylocoques dorés, les streptocoques, résistantes à la plupart des antibiotiques couramment utilisés. Du coup, ces bactéries, elles ont le champ libre. Elles n'ont plus les autres bactéries qui leur font de l'ombre. Et donc, elles prolifèrent dans les hôpitaux et elles sont responsables des fameuses maladies nosocomiales. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici en vaccinant massivement en période de pandémie? On est en train de bloquer la souche d'origine qui ne fera plus d'ombre aux variants. Et les variants auront la voie libre. C'est-à-dire qu'on est en train de faire du vaccin vis-à-vis de SARS-CoV-2, vis-à-vis du virus, ce qu'on fait avec les antibiotiques vis-à-vis des bactéries. Et donc, il ne faut pas vacciner tout le monde. Alors, si tout le monde était victime du virus et que ce virus soit vraiment gravissime, c'est-à-dire que les gens, voilà, en meurent dès lors qu'on le chope, etc. Évidemment, là, on comprendrait qu'on essaie de vacciner tout le monde, de protéger tout le monde, en même temps. Mais là, c'est pas le cas. Les jeunes sont pour la plupart asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils véhiculent le virus. Pas population à risque, donc, sans être malades. Ouais. Mais il faut en profiter, c'est une aubaine. Il faut laisser le virus circuler via les jeunes, parce qu'eux ne sont pas malades, mais ils permettent au virus d'être toujours là, et donc de faire de l'ombre à d'éventuels variants. Imaginons qu'émerge un variant encore plus méchant que le Delta. Et ça va peut-être arriver. Je suis pas là pour jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on peut le craindre. Si ce variant émerge et que ce variant est à ce point méchant qu'il touche tout le monde, y compris les jeunes, eh bien, comme les jeunes auront été vaccinés, ce virus pourra effectivement toucher tout le monde et infecter tout le monde et rendre malade tout le monde, éventuellement tuer. Donc, c'est une erreur stratégique que de vouloir vacciner tout le monde. Une fois que la pandémie est passée, pourquoi pas? Si la vaccination s'avère être efficace, etc., pourquoi pas dire, allez, on vaccine tous les gens qui le veulent, indépendamment de qui ils sont, de l'âge qu'ils ont, du sexe, etc. Très bien. Mais à partir du moment où on est encore en période de pandémie, il ne faut surtout pas vacciner tout le monde, il faut laisser le virus d'origine encore circuler à travers des personnes qui ne sont pas à risque et qui ne risquent pas d'être malades, ce sont les jeunes. Or, on est en train de faire quoi? De vacciner les jeunes. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de jouer la compétition sportive, parce qu'il n'y en a pas qu'une compétition sportive en ce moment, il n'y a pas que l'Euro 2021, on est en pleine compétition vaccination. On se fait la comparaison. Oh, les Allemands, ils ont vacciné plus que nous. Ah, les Anglais, ils ont vacciné plus que nous. On est en pleine compétition sportive. Mais si on considère que la vaccination, c'est la solution, on doit être content que nos voisins soient vaccinés, même s'ils le sont plus rapidement que nous. Ben, au contraire, on doit être content. Eh bien non, on fait une compétition. C'est ridicule. Il faut une coordination mondiale de la vaccination. Si on considère que la vaccination est la solution, il faut la coordonner au niveau mondial. Comment? Ben, il faudrait les variants, les mutations. Il faudrait une organisation mondiale de la santé. Ah mais ça existe? Ah bon? WHO, ah oui, ça s'appelle, non? Oui. WHO, l'OMS en français, eh bien, ça existe, mais alors qu'est-ce qu'elle fait? Mais l'OMS devrait coordonner la vaccination à l'échelle mondiale. Et bien sûr, région par région,
pays par pays, dire on vaccine tant de pourcentage. Évidemment, ce ne seraient pas les mêmes en fonction des pays. Prenez un pays qui est victime. Vous allez passer pour un globaliste quand même en disant si jamais il faut qu'il y ait une coordination mondiale. Ben à quoi ça sert d'avoir une organisation mondiale de la santé si on n'est pas capable d'organiser au niveau mondial donc là, une vous parlez prévention opérationnellement. Contre une pandémie mondiale. Opérationnellement. C'est pas politique, c'est opérationnellement de centraliser les vaccins, de distribuer les doses pays par pays en fonction des besoins, mais en fonction des besoins par rapport à la nécessité de vacciner telle frange de la population ou pas. Dans certains pays, par exemple, ils sont victimes beaucoup de virus qui sont véhiculés par des insectes qui viennent piquer le bras. Tiens, bizarrement, là où on vaccine d'ailleurs. Et donc là, il y a des risques de cohabitation entre le matériel génétique vaccinal et puis des vaccins, des virus à ARN qui sont pas forcément des coronavirus, mais qui peuvent créer de la recombinaison. Eh bien, peut-être que dans ces pays-là, il faudrait vacciner un petit peu moins, laisser, mais bien sûr, ceux qui sont pas vaccinés, il faut pas que ce soit des personnes à risque. Mais donc ça s'étudie région par région, pays par pays, et ça doit se coordonner. Au lieu de ça, on est dans la compétition en train de se comparer sa virilité là en disant voilà j'en ai une plus longue que toi, j'ai vacciné plus vite que toi, on est meilleur, etc. C'est quand même c'est plus de la médecine, on est dans une cour d'école alors que ça devrait vraiment être coordonné, réfléchi au niveau mondial. Et ça m'affole. Quand on vous écoute tout à l'heure, vous parliez de l'IHU, du professeur Raoult. Quand on vous écoute, vous êtes légitime, vous êtes sachant. Comment se fait-il que le gouvernement ne vous écoute pas? Comment se fait-il qu'en France on a des scientifiques comme vous de renom qui donnent l'impression de connaître leur sujet, de le maîtriser, d'avoir une approche de bon père de famille quelque part, tout en étant scientifique. Ce que je ne suis pas, parce que j'ai pas d'enfant. Mais non, bon, alors c'était une image, mais et sans vous manquer de respect, ça paraît aberrant qu'on ait cette connaissance et qu'on ne l'utilise pas. Oui, ben c'est une question. Je ne fais que le déplorer. Face à la crise qui est celle-ci, la pandémie, et c'est vrai malheureusement dans de nombreux autres domaines, on pourrait faire appel à toutes les compétences, se mettre autour de la table et discuter toutes les compétences. Et évidemment, a priori, il faut surtout des compétences en virologie, en épidémiologie, etc., que je n'ai pas d'ailleurs, mais que Raoult soit exclu est un non-sens. C'est un non-sens. On devrait pouvoir discuter tous ensemble et mettre des gens qui ont des avis contradictoires. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est justement ça. Or, on se retrouve dans la même situation que celle que je connais bien, par exemple, de l'Agence européenne d'évaluation sanitaire, l'EFSA, la ESA en français, l'EFSA en anglais, ou les agences d'évaluation de manière générale, où en fait cohabitent des gens qui sont tous, qui pensent tous de la même manière. Hein. Et quand vous avez par exemple à l'EFSA quelqu'un qui quitte l'Agence européenne de sécurité alimentaire, eh bien c'est lui qui suggère son remplaçant. C'est-à-dire qu'en fait on a une consanguinité parfaite et on n'a pas du tout une représentation. Je le connais bien par rapport à la question des OGM. Hein. Eh bien le panel OGM de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, c'est que des scientifiques qui pensent tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une représentation de la diversité de pensée qu'il y a dans le monde scientifique. Or, c'est cette richesse, cette diversité de pensée qui fait que on va pouvoir avancer. Il faut mettre sur la table la contradiction. Or, on ne l'a pas. Et là, on ne l'a pas dans le collège scientifique. Dans le collège scientifique qui conseille le gouvernement, on n'a que des gens qui pensent de la même manière et qui balayent d'un revers de main tous ceux qui pourraient émettre la moindre critique en disant ce sont des anti-vax. Bon, ben voilà, ce sont des antivax, ce sont des complotistes, et terminé. Et il n'y a pas de dialogue, et il n'y a pas de débat. Je ne peux que le déplorer, que le constater, et que le déplorer. Et bien sûr, tout le monde marche dans le même sens, c'est-à-dire que voilà, dès lors que quelqu'un apporte une question critique, eh bien, on va nous dire non, c'est absolument faux, mais sans argumenter. C'est-à-dire qu'on va faire des allégations. J'ai été sollicité il y a pas très longtemps par le CESE et on m'a demandé de répondre à des propos qui avaient été tenus par Monsieur Fischer, Monsieur Vaccin et Monsieur Axel Kahn contre les arguments et notamment l'alerte que je lançais sur la recombinaison. Et vous avez par exemple Monsieur Fischer qui dit ah non mais la recombinaison, c'est pas possible pour des virus à ARN, parce que l'ARN ne peut pas être transformé en ADN. Pardon ? Ça veut dire que la recombinaison n'existe pas pour des virus à ARN, c'est connu depuis les années 60. Hein. Donc, je suis désolé, Monsieur Fischer, soit vous êtes un incompétent, soit
vous mentez délibérément. Hein. Et on me dit également, ah oui, mais s'il devait y avoir de la recombinaison entre le vaccin et puis un virus infectant, alors ça existerait aussi avec des virus atténués, avec des vaccins atténués, parce que les vaccins atténués, ça consiste à injecter un virus qui n'est pas mort, qui est simplement dans les choux. Hein, et on espère qu'il sera suffisamment dans les choux pour qu'on puisse le combattre et s'entraîner à lutter contre lui. Et lui, effectivement, le vaccin atténué, le virus atténué, il n'est pas mort. Donc il injecte son matériel génétique. Et lorsque ce matériel génétique est de l'ARN, eh bien on se retrouve avec une cohabitation éventuelle avec le vaccin et un éventuel virus infectant. Eh bien pas de chance, Monsieur Fischer. En avril dernier, il y a une publication qui est sortie et qui montre l'apparition d'un virus recombinant contre la bursite infectieuse du poulet, où on a vacciné massivement des batteries de poulet avec un vaccin atténué, et il y a eu un recombinant qui est apparu, beaucoup plus méchant que la souche d'origine, et qui est le résultat d'une recombinaison entre un virus infectant et le matériel génétique qui a été injecté par le virus atténué, donc lors de la vaccination. Donc voilà, ça existe, et donc ça doit être pris en considération. Eh bien non, on nous dit non, ce que raconte cette personne, ça tient pas la route, etc. Mais il n'y a aucun argument, ce sont des allégations. Et donc face à ces allégations, qui sont des phrases par définition très courtes, hein, c'est à l'emporte-pièce. Évidemment, quand vous faites une réponse à cette allégation, ce n'est pas une allégation, c'est un argument étayé qui fait une demi-page. Donc vous avez une phrase et vous répondez une demi-page, parce que effectivement, c'est la différence entre des allégations gratuites et des arguments scientifiques étayés. Et on n'a pas ça aujourd'hui dans le débat. Donc, quelque part, en venant ici, on vous donne cet espace pour pouvoir justement avoir ce débat. Je vous en remercie. Et quand on parle de recombinants, quand vous parlez de risques, on va dire, sur la vaccination massive de la population, et donc qu'il faut essayer de ne pas vacciner tout le monde, est-ce que ça amène une question sur les traitements précoces et sur les traitements, puisque quelque part, s'il y a ces recombinants, si jamais ces variants, on va développer d'autres virus. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question sur la stratégie globale de la gestion de cette épidémie? Bien sûr, et puis tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs. Les deux pays qui ont vacciné le plus, c'est l'Angleterre et Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont aujourd'hui embêtés par le variant Delta. Et alors on nous dit que les personnes qui sont infectées par le Delta sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Moi, j'attends la preuve. J'aimerais bien en avoir la démonstration. J'en suis pas certain. En Israël, ils ont vacciné massivement, vraiment massivement. Hein. Alors, j'ai du mal à croire que les seuls infectés par le variant Delta sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et la réponse que l'on veut faire, c'est vacciner encore plus. Mais à un moment donné, il faut se poser, il faut réfléchir. Hein, je veux dire, on peut toujours pédaler puis aller dans le mur. On peut aussi freiner, mettre le pied par terre, prendre le temps de regarder la carte et réfléchir pour savoir si on va pas changer de direction. Et on n'a pas ça aujourd'hui. Il y a qu'une stratégie et il faut coûte que coûte adopter cette stratégie et ne pas se remettre en question. Voilà, donc c'est particulièrement inquiétant. Et donc vous, n'ayant pas ces données, quel est, on va dire, le conseil que vous donneriez au gouvernement ou aux agences de santé si jamais vous les avez en face? Pour terminer. Le conseil que je donnerais, c'est arrêter de vacciner massivement. Alors, déjà, apportez-nous la démonstration que le vaccin ne pose pas de problème. Hein, et si, effectivement, l'argument est de dire oui, mais il y a urgence et même il y aura peut-être des problèmes, mais on doit quand même vacciner parce que ça protège, apportez-nous la preuve de la protection. Et si cette preuve est apportée, alors vaccinons. Mais ne vaccinons pas tout le monde. Encore une fois, laissons un échappatoire à la souche d'origine pour qu'elle fasse de l'ombre à d'éventuels variants. Ça, c'est le point clé et on ne le fait pas. Et puis, je donnerais surtout comme conseil, de ne pas considérer la crise du Covid toute seule, isolée du reste du monde. C'est-à-dire que quand on regarde quelles sont les personnes, attention, hein, dans les propos que je vais tenir, je ne néglige aucun mort. Hein, et un mort est un mort de trop. Donc évidemment que ceux qui sont morts à cause du Covid, c'est déplorable. Et bien sûr, il ne s'agit pas de négliger ces morts-là. Loin de là. Simplement, regardons quelles sont les personnes qui ont été victimes du Covid. Le Covid n'est pas un virus tueur. Enfin, le SARS-CoV-2, responsable de la Covid, n'est pas un virus tueur. Pourquoi il n'est pas un virus tueur? Parce que si c'était un virus tueur, tous les gens qui l'ont mourraient, et là, ce serait beaucoup plus dramatique. Non, ce n'est pas un virus tueur, c'est un virus qui porte l'estocade finale chez des gens qui sont déjà fragiles.
Et donc la vraie question est de savoir, pour la grande majorité, hein, il y a eu quelques exceptions de personnes a priori bien portantes qui ont été vraiment sévèrement victimes de SARS-CoV-2, mais pour la grande majorité des gens qui ont été sévèrement victimes de SARS-CoV-2 au point d'en mourir, au final, étaient des personnes qui étaient vulnérables et qui étaient fragiles. Donc la vraie question, c'est de se poser pourquoi y a-t-il autant de personnes fragiles, hein? Alors on nous dit, ah oui, mais ce sont des personnes âgées, donc par définition elles sont fragiles. 90% des gens qui meurent du virus SARS-CoV-2 ont plus de 65 ans ou 70 ans. Mais c'est vrai pour toutes les maladies, ça. C'est pas spécifique à SARS-CoV-2. Par contre, on a des gens plus jeunes qui en meurent, mais qui sont par exemple obèses. Et on a en France, en 2012, le dernier recensement, je crois que je connais moi, c'était 7 millions d'obèses en 2012 en France. Hein, c'est énorme, 7 millions d'obèses. La vraie question est pourquoi y a-t-il autant d'obèses? Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui ont des comorbidités, ce qu'on appelle de manière générale les maladies chroniques, qui sont en fait des maladies environnementales. Les facteurs qui aggravent, on va dire, voilà. La probabilité d'avoir une forme grave. Et ce sont des personnes qui ont des cancers, ce sont des personnes qui ont des diabètes de type 2, ce sont des personnes qui sont obèses, etc. Évidemment, ces personnes sont vulnérables. Mais pourquoi personne ne se pose la question au niveau des instances? Pourquoi y a-t-il, ou en tout cas refuse de se la poser, autant de personnes qui ont des cancers? Il y a des gens de plus en plus jeunes qui ont des cancers aujourd'hui. On nous dit que l'espérance de vie continue d'augmenter. Bien sûr que non. Hein, et aujourd'hui, quand on regarde le nombre de personnes, et on connaît tous autour de nous, qui ont 40 ans, 50 ans, 30 ans, et qui meurent d'un cancer, et les parents assistent au décès de leur enfant quand l'espérance de vie continue d'augmenter, ce sont les enfants qui enterrent les parents, pas le contraire. Alors on va penser que je m'éloigne du sujet, pas du tout. Je m'éloigne pas du sujet. Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui ont des comorbidités et de plus en plus jeunes? Pourquoi y a-t-il autant d'obèses? On sait, ça ne peut pas s'expliquer par la génétique. Il n'y a aucune loi de Mendel qui permet d'expliquer une telle explosion sur des Donc c'est les modes de vie, c'est les modes d'alimentation. Ça ne peut pas s'expliquer par des infections. On sait qu'il n'y a pas derrière chaque cancer un virus ou une bactérie, et derrière chaque obèse non plus. Donc, et ça ne peut pas s'expliquer par le vieillissement de la population puisque ça touche des gens de plus en plus jeunes. Il reste quoi? Il reste les facteurs environnementaux. Alors, c'est multiple, les facteurs environnementaux. Mais notamment, on sait à quel point aujourd'hui, par exemple, les perturbateurs endocriniens sont responsables de ces cancers, sont responsables de ces maladies chroniques, de cette obésité, etc. Et qu'est-ce qu'on fait contre les perturbateurs endocriniens, contre les pesticides? Rien. Il y a une maladie qui tue peu et il faut vacciner tout le monde. Il y a une maladie qui tue beaucoup et on ne fait rien. Et le problème, c'est que les victimes de l'un sont les victimes de l'autre. C'est-à-dire que tout est lié et qu'on ne résoudra pas le problème du Covid si on ne prend pas le problème dans sa globalité. Dans sa globalité. Et quand on avait Monsieur Salomon qui venait tous les soirs nous faire le décompte du nombre de morts du Covid, s'il avait dû nous faire le nombre de morts, le décompte du nombre de morts des maladies chroniques, il ne s'agit pas de mettre en opposition certains morts contre d'autres. Mais visiblement, vis-à-vis du gouvernement, tous les morts n'ont pas la même valeur. Parce que en 2008, l'OMS, la fameuse Organisation mondiale de la santé, hein, et ça s'est pas arrangé depuis, mais dès 2008, elle a fait un rapport mondial sur les maladies chroniques dans le monde. C'était 38 millions de morts dans le monde en 2008, dont 29% avaient moins de 60 ans. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Rien. On continue à autoriser des pesticides, on vient de réautoriser les néonicotinoïdes pour les betteraviers, alors qu'on sait que ces molécules sont des poisons. On sait à quel point on est entouré de pesticides qui nous tuent à petit feu, qui nous rendent fragiles. Et donc, si on ne prend pas ce problème à bras le corps et qu'on ne résout pas le problème des maladies environnementales de manière générale et qu'on ne se remet pas en question sur la manière, sur l'hyperproductivisme, sur la déforestation, etc., eh bien des pandémies arriveront et ces pandémies seront de plus en plus mortelles, même si le virus, lui, ne l'est pas, tout simplement parce que les gens sont de plus en plus fragiles. Donc, traiter le problème de la Covid tout seul, eh bien c'est du vernis sur des ongles sales. Parce que demain, il y en aura une autre pandémie et le problème sera le même, parce qu'une personne qui est vulnérable, eh bien, elle va se faire emporter par n'importe quelle maladie qui vient se rajouter à son tableau clinique qui est déjà très lourd. Donc, il faut résoudre le problème de santé de fond et ne pas mettre les choses dans des petites boîtes et déconnecter tout ceci. Avec la Covid, il y a une pandémie qui en cache une autre, c'est celle des maladies environnementales. Ben écoutez, professeur Vello, merci beaucoup de cet exposé dans le cadre de ce qu'on appelle les entretiens essentiels. J'ai appris énormément de choses, je tiens à vous le dire. Et j'aimerais vous inviter pour revenir, pour nous parler justement de ces maladies. Avec plaisir. Parce que je pense que, comme vous avez dit, ça va un petit peu au-delà de la Covid. Mais en tout cas, je vous remercie. Et je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci infiniment.